Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur BFM TV, secrétaire général de la CGT. C'est votre première prise de parole depuis cette grande mobilisation d'hier à la télévision. Oui. Bonsoir Amandine Atalaya. Bonsoir Philippe Corbet. Nous allons vous interroger tous les trois. Vous êtes notre invité jusqu'à 20h. Je voudrais commencer par revenir sur la journée d'hier. Plus d'1 million de personnes dans les rues du pays selon les autorités, le décompte du ministère de l'Intérieur. Ce ne sont évidemment pas les chiffres des syndicats. On connaît ça par cœur. Vous êtes satisfait de cette mobilisation? Est-ce qu'elle est conforme à vos espérances? Je crois que je m'étais beaucoup... D'ailleurs, peut-être que vous m'aviez déjà interrogé avant. Oui, quand on fait près de 2 millions de personnes dans la rue, plus de 2 millions selon les organisateurs, plus de nombreuses grèves dans des entreprises publiques et privées, oui, ça montre le niveau de mécontentement de la population en général, parce qu'il y avait tous les âges, il n'y avait pas que des gens au travail, il y avait des retraités, il y avait des jeunes. Oui, c'est conforme, j'allais dire, au sondage qu'on lit tous les jours, pratiquement. Je voudrais que nous mettions cette journée en perspective avec d'autres journées importantes. Il y avait du monde. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est clair. Là, c'est à Paris. La préfecture de police estime qu'il y avait 80 000 personnes à Paris. Est-ce que ça vous semble conforme à ce que vous avez vu sur le terrain, sachant que les images semblent laisser penser que c'était une mobilisation plus importante que ça? Ça, c'est la place de la République. Voilà, regardez. Vous savez... deux choses. Premièrement, il y a eu 2 cortèges. Oui, parce qu'il a fallu le diviser. Oui, parce que sinon, j'allais dire, il serait encore en train de défiler. C'est des signes. Donc ça a été sous-estimé, 80 000, c'est sous-estimé. Et puis, deuxième chose, il y avait des policiers pour maintenir l'ordre, mais il y avait aussi des policiers qui manifestaient. On discute avec eux. Ils nous ont donné des chiffres. C'est-à-dire 400 000 à Paris. 400 000 à Paris? C'est ce qu'on a annoncé. 400 000 à Paris, c'est-à-dire que la préfecture de police aurait aurait divisé par 4 le nombre réel de manifestants à Paris. C'est beaucoup. 80 000, c'est probablement sous-estimé. 400 000, c'est quand même très élevé. Tout le parcours initial, c'est-à-dire de République jusqu'à Nation, était plein. D'accord? Ça fait, je crois que ça fait presque 5 km. Enfin, pas plein en continu du début à la fin. J'étais devant, vous allez me dire, vous n'avez pas pu voir ce qui se passait derrière. Mais vous voyez, on était à Bastille, tout le monde n'était pas encore parti. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le deuxième cortège est parti. Et d'ailleurs, le deuxième cortège est arrivé avant le premier à Nation. Pour dire les choses clairement, s'il y avait eu vraiment, disons, 200 000, 300 000 personnes à Paris, vous dites 400 000, disons même 200, ça en ferait la plus grande manifestation des 30 dernières années contre une réforme. Alors justement, je voudrais que nous mettions, en perspective cette journée avec d'autres journées précédentes importantes. On a 3 images à vous montrer, les chiffres qui vont avec pour voir un petit peu les comparaisons. Les images, c'est 95-2010 et puis hier. Il n'y a pas grande différence de densité de foule et vous voyez sur ces images aériennes, on a un petit graphique pour montrer ça en chiffres et comparer un peu ce qui s'est passé. Donc ce sont des mobilisations contre la réforme des retraites. Voilà les tableaux, vous avez les comparaisons. 2,2 millions sont les organisateurs en 95, 3,5 millions en 2010, 2 millions en 2023. Voilà quand on compare les chiffres. Ce qui veut dire que cette mobilisation d'hier, selon vous, s'inscrit dans une mobilisation historique. Vous utiliseriez ce terme-là? C'est une très forte mobilisation et je ne veux pas qu'on parle que de Paris. Non. Parce qu'il y a eu des très fortes mobilisations dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes. On a d'ailleurs une carte pour montrer ça à nos téléspectateurs. Est-ce que ça a du sens, par exemple, de la comparer à celle de 1995? C'est une référence pour vous ou pas? 1995, Chirac, Juppé qui finalement plie. C'est pour ça que je vous demande si c'est une référence. C'est une belle histoire pour nous. Mais c'est une mobilisation très forte. Et d'ailleurs, vous les avez largement commentées. J'ai pas entendu beaucoup de commentateurs dire que c'était pas réussi cette journée. Donc c'est ça qui compte. Donc il y avait beaucoup de monde. Et j'insiste, dans des villes moyennes... On a la carte, on va la montrer, Monsieur Martinez, à nos téléspectateurs. La mobilisation un peu partout en province, parce qu'il y a eu des cortèges, c'est vrai, assez importants dans les grandes villes, et même dans les villes un peu moins importantes. Vous voyez ces chiffres. Par exemple, vous me disiez, Philippe, à Guéret. Guéret, 3300 manifestants. C'est une ville d'un peu moins de 13 000 habitants, dans un des départements les moins peuplés de métropole. Je connais bien Guéret. Et ça dit quoi alors pour vous, le fait que ce soit disséminé comme ça dans toute la France avec des grosses manifestations en province? C'est-à-dire que premièrement, la mobilisation était forte partout et il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines mobilisations, il n'y a pas de clivage entre métropole, zone de ruralité. C'est un problème qui concerne tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils étaient à Guéret, mais par exemple à Rodez,
il y avait des tracteurs derrière. Il y avait aussi des paysans qui défilaient avec le monde du travail. C'est fort. Mais à Paris, il y avait une délégation, par exemple, de la Confédération paysanne. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de clivage comme on peut le rencontrer ou le voir dans des votes politiques, par exemple. Là, c'est vraiment une réforme qui touche tout le monde et tout le monde se sent concerné. C'est ça que je retiens de ces mobilisations diverses dans surtout le territoire. Sans doute aussi, l'INSEE l'a montré, les personnes les plus touchées sont celles qui se trouvent en milieu rural. En gros, agriculteur par définition, milieu rural est plus concerné par cette réforme des retraites qu'un cadre supérieur dans une grande agglomération. Je voudrais... alors, hier, vous étiez dans les rues de Paris. Vous, il y a des mobilisations un peu partout en France. Pendant ce temps-là, le président de la République était, lui, à Barcelone. Interrogé sur cette mobilisation, voici ce que répond Emmanuel Macron. En fait, il fait allusion, monsieur Martinez, au suffrage universel. On l'écoute. Il y a eu aussi un premier tour qui m'a placé en tête où les choses avaient été dites en très grand détail et clairement. Et il y a ensuite eu des législatives qui ont donné une majorité relative, mais où les choses étaient portées clairement. Donc on ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est juste ça ce que je dis avec beaucoup de calme, parce que cette réforme, elle fait partie de ce qui avait été aussi présenté. Est-ce qu'il a tort de vous rappeler ça, Emmanuel Macron? Qu'il a été élu sur un programme qui était clair? Il était... plusieurs commentaires. Et oui, il fait de la provocation. Quand il a été élu, au soir du second tour, ou quelques jours après, il a dit j'ai entendu le message, j'ai changé, je vais plus écouter. Vous l'avez tous entendu. La deuxième chose, c'est, regarde, il y a des sondages qui sont sortis où cette question de la retraite, c'était la 7e motivation de voter pour les électeurs Macron, au premier tour. D'accord ? Et puis, tout le monde sait, évidemment, il a été élu, il est légitime, mais tout le monde sait qu'au deuxième tour, une partie, on ne sait pas combien, mais une partie, moi j'en croise beaucoup, a voté non pas pour lui, mais contre son adversaire. Donc il faut, moi j'insiste, il redevient arrogant avec des phrases comme ça. Parce qu'il ne l'était plus, d'après vous, ces derniers temps? Peut-être on lui a dit calme-toi, arrête de dire des trucs comme il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. C'est son style. Oui, mais ce qu'il rappelle là, M. Martinez, Emmanuel Macron, c'est qu'il a été placé au premier tour, aux premières places au premier tour, avec un score supérieur qu'au cours de l'élection précédente. C'est ce que je vous ai dit. Mais je vous redis, la deuxième chose que je vous ai dit, c'est que parmi les motivations du programme Macron, la réforme des retraites venait en 7e position. Si elle était venue en première position, c'était la motivation principale pour voter pour lui, bon, il aurait pu dire, mais 7e position, c'était pas une priorité, y compris pour ceux qui ont voté pour lui au premier tour, de réformer, d'allonger l'âge de la retraite. C'est important aussi. Quand il dit ça, il semble pas dire j'ai eu un blanc-seing parce que j'étais élu, mais simplement j'ai été clair, et implicitement il dit quand Jacques Chirac en 95 fait la réforme des retraites, il n'en avait pas parlé dans l'élection présidentielle. Quand Nicolas Sarkozy fait en 2010 une réforme des retraites, il n'en avait pas parlé en 2007 dans sa campagne présidentielle. Et ça, c'est une différence avec de précédents présidents qui avaient dû affronter une mobilisation très forte dans la rue. Qu'ils le disent complètement, alors. Qu'ils le disent complètement. Mais ce n'est pas non plus pour ça qu'il doit dire vous avez voté pour moi parce que, en gros, c'est ce qu'il dit. Et donc, vous étiez bien au courant que j'allais allonger l'âge de la retraite. D'ailleurs, aucun Français n'est pris en traître. Enfin, tout le monde savait dès le soir de l'élection présidentielle qu'il y aurait une réforme des retraites et qu'elle serait à 65 ou 64. Je ne vous dis pas ça. Mais vous dites qu'il fait de la provocation. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il fait de la provocation? Ça, notamment. Et puis, parce que vous recevez beaucoup de ministres. Il y en avait un, me semble-t-il, encore... Olivier Dussopt, hier soir. Vous avez regardé l'émission? Non, j'étais à un débat, une émission on va faire écouter quelques extraits sur YouTube avec des jeunes de 18-25 ans. Et c'est très intéressant d'aller expliquer les positions de la CGT à la jeunesse. Je vous dis que le discours gouvernemental et de la Première ministre, et beaucoup de députés d'ailleurs, n'est pas le même que il a une semaine de retard, le président. C'est-à-dire ? Quand Mme Borne a présenté sa réforme, elle a dit c'est de la justice sociale et du progrès social. Je trouve que le discours a beaucoup évolué. Maintenant, ils nous disent on sait que c'est difficile, mais c'est obligatoire pour équilibrer les comptes. Lui, il a dit hier que c'était encore une mesure juste, etc. etc. Tout le monde, les 70 ou 80%, ça dépend des sondages, la première chose qu'ils disent, c'est une réforme injuste. Et le gouvernement, maintenant, a changé de mode de communication, vous l'avez certainement dit. Mais est-il, pardonnez-moi, mais est-il moins légitime, lui, avec le suffrage universel, que les syndicats qui représentent moins de 10% des salariés en France? Ça n'a aucun rapport. Il est légitime, il a été élu. Mais quand on est élu,
c'est lui qui l'a dit, je vais changer, je vais écouter. Il faut quand même écouter ce que disent les citoyens. Surtout, je sais pas, ils regardent les sondages. Mais alors, s'il vous écoute, ça voudrait dire négocier avec lui. Pas de lui demander de retirer un projet qu'il a annoncé. Et madame, qu'est-ce qu'on a fait depuis, j'allais dire, des mois, voire des années, puisque on avait déjà eu l'occasion de beaucoup échanger sur la précédente réforme. Oui, mais là, vous demandez un retrait pur et simple. Quand le gouvernement dit on pourrait faire des concessions, ce n'est plus ce que vous souhaitez aujourd'hui. Je ne comprends pas que, alors qu'il y a eu beaucoup de réunions, je ne dirais pas 100 comme M. Dussopt ou je ne sais plus qui l'a dit, ou le maire, mais il y en a eu beaucoup. Il y a eu des propositions de fait. On a même dit, avant de donner la solution, travaillons sur quelques hypothèses. Parce que là, on nous a donné la solution, on nous a dit voilà où on veut arriver, mais c'est souvent comme ça. Après, débrouillez-vous pour avaler la pilule, si je puis dire. Eh ben, on a fait des propositions. Et on a dit, si nos propositions pour améliorer les pensions, pour améliorer l'emploi des seniors, ça ne marche pas, on peut revenir sur la question, sur d'autres questions. Pourquoi pas là? Nous, c'est pas notre truc, parce qu'on pense que nos propositions sont bonnes. Mais là, on nous impose la solution sans étudier les propositions. Et puis, donc, on a discuté. On a discuté et on n'a pas été entendu. Alors, j'allais dire, en vous provoquant un peu, si ça n'avait été que la CGT, vous auriez dit c'est normal, ils sont contre tout, ces gens-là. Mais quand 8 syndicats, tous les syndicats en France sont contre, là aussi, il y a des antennes qui doivent se réveiller, non? Vous ne croyez pas? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Philippe Martinez? Là, je pense aux gens qui nous regardent. Alors, certains, manifestement assez nombreux, ont soutenu le mouvement, ont défilé, d'autres y étaient plutôt opposés ou n'ont pas pu aller bosser. Parce qu'il y a ceux qui ont manifesté, qui ont fait grève, et là aussi, les sondages montrent qu'est-ce qui va se passer maintenant, ce mouvement est plutôt bien considéré dans l'opinion publique. Alors là, il y avait une intersyndicale des cheminots, je crois, qui s'est tenue cet après-midi. Alors, quelle en est la conclusion? Laurent Brun était là avant moi, ils discutent, et en s'inscrivant dans ce qu'on a proposé, c'est avec l'intersyndicale au niveau national s'est réuni, en proposant une nouvelle date de mobilisation interprofessionnelle et en proposant aux départements, aux professions, c'est ce qu'ont fait les cheminots, de rythmer des actions, des mobilisations pendant les 10 jours qui nous séparent du 31 janvier, qui est la prochaine date. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des difficultés, des grèves partielles, des grèves en pointillés? Évidemment, il y a déjà des salariés qui ont décidé. Dans le pétrole, ils ont décidé que jeudi prochain, le 26, il y aurait une nouvelle journée d'action. Je crois que c'est 2 jours d'ailleurs. Voilà. Il y a besoin de temps fort, parce qu'on le sait, tout le monde ne peut pas s'arrêter une journée, voire une demi-journée. Les salaires sont ce qu'ils sont. C'est un problème, ça aussi, les salaires. Donc, il faut des temps forts pour tout le monde. Mais après, il y a dans des professions des actions qui vont se mener. Et puis derrière le 31 janvier, vous me réinviterez, on fera le point. Et vous étiez au début pour le 26 janvier plutôt à la CGT. Qui vous a dit ça? Certains syndicats, il semble en tout cas qu'il y a eu débat. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas? Il y a toujours des discussions. Est-ce que le 31, est-ce que c'est pas un peu loin, justement, pour... Non, mais certains voulaient battre le fer quand vous voulez les manifester plus tôt. D'autres disaient il faut les laisser respirer. Merci. Où étiez-vous, Amandine Atalaya, hier? Où étiez-vous? Ça, c'est drôle. Non, mais est-ce qu'il faut... C'est une question de stratégie. Est-ce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser les Français souffler? Il c'est quoi votre évidemment position? Battre le fer tant qu'il est chaud. Donc il sera encore chaud le 31. J'espère qu'il sera même bouillant. Mais justement, l'objectif, c'est qu'il y ait plus de monde dans la rue le 31 que hier. Mais ça va durer, à moins que le gouvernement de 31 nous dise, mais vu les déclarations de M. Macron, bien, il y aura... on montera d'un cran. Vous avez parlé du... fixez un chiffre, juste, parce que vous aviez dit, et c'était très commenté, le 1 million sera atteint pour la première manifestation. Vous avez vu, je suis modeste. Et l'objectif est atteint. Je l'ai dit avant. Quel objectif vous fixez pour la manifestation du 31 janvier? Il faut encore convaincre des gens, des jeunes. Je pense qu'il faut plus de jeunes dans les rues encore, mais
les discussions enfin, je veux dire, les jeunes ont aussi perçu la nocivité de ce projet. Il faut qu'on soit plus nombreux. C'est ça. Est-ce qu'il faut pas commencer par convaincre les syndicats dits réformateurs? La CFDT. Ils sont convaincus, me semble. Vous avez vu. Oui, alors moi, il me semble avoir une image de la banderole de tête. Non, mais ça, je les ai vus hier. Mais il me semble avoir également entendu hier soir et ce matin qu'ils ne voulaient pas de blocage, qu'ils voulaient reprendre les discussions, qu'ils ne rappelaient pas à la grève unitaire immédiatement. Non. Vous avez, premièrement, dès la première déclaration, le mot grève figure. Ça figure encore dans la deuxième déclaration. Après, mes homologues comme moi, ils n'ont pas la main, entre guillemets, c'est pas eux qui dictent les formes d'action aux salariés quand ils sont en assemblée générale. Et donc, pour l'instant, au niveau national, on a une deuxième journée d'action interprofessionnelle pour tout le monde. Et dans les entreprises, vous citiez l'intersyndicale des cheminots, ils discutent, il n'y a que 4 organisations représentatives, contrairement au niveau national où nous sommes 8, eh bien, ils discutent des modalités d'action, etc. C'est eux qui décident. Mais vous avez bien vu que le président, enfin, vous avez entendu probablement les comptes rendus du Conseil des ministres de mercredi, quand le président de la République a essayé d'enfoncer un coin entre les syndicats en faisant la distinction entre, pour simplifier, les syndicats qui descendent dans la rue, manifestent tranquillement, et ceux qu'il appelait, ceux qui veulent bloquer, et pour simplifier, il essayait d'enfoncer un coin entre la CFDT et la CGT, en essayant de pointer ceux qui veulent, entre guillemets, bloquer le pays, empêcher les gens de travailler. Il a même parlé du camp des responsables et des irresponsables. Voilà, est-ce que vous êtes irresponsable, monsieur Martinez? Sûrement. De son point de vue, vous voulez dire? Oui. Mais comme les syndicats ne l'intéressent pas, forcément, ils nous classent dans les irresponsables. Enfin, il cherche quand même à distinguer les syndicats entre eux. Moi, je trouve que la meilleure réponse qu'on lui a donnée, alors il était loin, mais c'est ce qui s'est passé hier. Mais est-ce que ça va durer? C'est ça la question en fait. Est-ce que vous êtes sûr que cette unité syndicale, elle va durer avec le temps, qu'elle va pas s'effriter, qu'il n'y aura pas d'érosion, que certains ne vont pas souhaiter aller à la table des négociations, accepter des amendements? Premièrement, moi je veux bien qu'on se projette à combien de temps? Vous voulez que ça dure combien de temps? Jusqu'à la fin de l'année? Je crois pas, parce que je pense qu'on aura réglé le problème avant et que le projet de loi sera retiré. On discute depuis des semaines, vous le savez très bien. Il y a eu une journée d'action très forte hier, très très forte hier. Il y en a une autre de programmée le 31. C'est comme ça qu'on bosse et pour l'instant... Mais vous nous répondez pas, monsieur Martinez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? En creux. Est-ce que la cohésion affichée, réelle d'ailleurs, que l'on a vu hier dans ce cortège, ces cortèges, elle existe encore? Est-ce que vous parlez avec Laurent Berger depuis hier? Est-ce qu'il vous dit, pas de problème, on va suivre, on va continuer main dans la main et jusqu'au bout? Ça marche pas comme ça, personne ne suit personne, on discute et on trouve... et la meilleure réponse, vous l'avez eu hier, vous mesurez bien que ce qui s'est... l'intersyndicale qui a eu lieu hier soir, elle est un peu préparée à l'avance, n'est-ce pas? Vous mesurez bien que la journée du 19, c'est pas, on l'a pas réglé en 10 minutes avant de se présenter devant les journalistes. Évidemment qu'on discute et on réfléchit ensemble. Mais je l'ai toujours dit et on est tous d'accord, c'est certain, que quand tous les syndicats écrivent une déclaration ensemble, eh ben ça donne ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, ça donne confiance. Les salariés nous disent, enfin, vous parlez de la même voix, et si vous parlez de la même voix, c'est que ça doit être grave, et il faut y aller. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des jeunes. Vous disiez que vous souhaitiez que les jeunes soient encore plus nombreux dans la rue. Concrètement, on sait que la France Insoumise, par exemple, tracte beaucoup devant les universités, devant certains lycées, pour essayer d'amener des étudiants et les lycéens dans la rue. Vous souhaitez, vous, que des universités soient bloquées, que des lycées soient bloqués pour que des lycéens, des étudiants viennent à la rue? Et je pense notamment à ceux qui nous regardent, qui sont parents, qui peut-être d'ailleurs sont contre la réforme des retraites, peut-être même soutiennent implicitement votre mouvement, mais qui n'ont pas du tout envie d'avoir leur gamin de 15 ou 16 ans dans la rue, dans une manifestation avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Écoutez, c'est ça votre espoir En tout cas, nous aussi, je vous dis qu'hier, j'étais en direct live avec des jeunes, 18-25 ans. Il faut leur expliquer, mais je pense qu'ils ont très bien compris maintenant. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il me semble que cette semaine, il y avait beaucoup de partiels. Il y avait les débuts d'inscription Parcoursup, ce qui les occupe beaucoup, les lycéens. Mais ils sont intelligents. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont plus bêtes que la moyenne. Non, bien sûr, mais vous voulez que ça bloque dans les lycées? Ils savent, ils n'ont pas besoin de Martinez pour décider en tout cas les étudiants qui sont majeurs, ils ont
Ils savent ce qu'ils ont à faire. Pour les lycéens... qui sont mineurs, pour la plupart, c'est plus ils compliqué. savent aussi ce qu'ils ont à faire, mais ça doit discuter dans les familles, je suppose, parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Après, il y a eu quand même, dans les épisodes précédents, ou dans quelques conflits plus spécifiques, soit aux universités, soit à l'école, beaucoup de répression... des sanctions vis-à-vis des jeunes, et ça, il faut qu'on soit attentif. Mais vous comprenez que ça pose quand même un problème d'ordre public et de gestion de foule pour notamment la police, quand il y a plusieurs centaines de milliers de jeunes, et notamment de lycéens, de mineurs dans la rue. Là aussi, vous l'avez constaté, j'ai entendu vos commentaires. C'est très bien passé hier. Merci. Monsieur Martinez, vous n'avez pas vu l'émission hier. Bon, on va vous montrer un ou deux extraits. Alors, on va commencer avec Hugo. Donc, hier, le forum BFM TV, des Français face au ministre du Travail. Notamment des représentants CGT. Hugo, qui est... Vous voyez qu'on parle avec le ministre. Restaurateur. Juste une précision, je crois que BFM veut un débat entre Martinez et le ministre, et que pour l'instant, c'est le ministre qui dit non. Me semble-t-il. Alors, on travaille dessus. Précis, lui avait accepté le principe d'un débat face à vous. Expliquez-moi alors. Une date avait été fixée et c'est au-dessus de lui que ça a été refusé. D'accord. Donc pour une réforme juste, équitable et où on a beaucoup d'arguments, c'est quand même difficile de venir débattre avec le secrétaire général de la CGT. Ça n'est pas définitif. Ça n'est pas définitif. Faites confiance à notre pouvoir de persuasion. Mais si c'est Madame pour que les choses avancent. D'accord. Si c'est Monsieur Macron aussi. La même tutelle qui lui a fait annuler le débat sur BFM TV avec vous a fait annuler un débat avec Monsieur Berger sur Radio France. Mais je le sais. Et vous voyez. Donc c'est assez bizarre qu'un gouvernement sûr de sa réforme, sûr qu'elle est indispensable, refuse de débattre avec les deux principaux dirigeants syndicaux de ce pays. C'était une petite parenthèse. On écoute Hugo hier soir, donc face au ministre Olivier Dussopt. Moi, ce qui me gêne vraiment, surtout quand ça dure, c'est, on a vu ça pour la grève des raffineries récemment, est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que finalement les gens qui se revendiquent de vouloir défendre le social, d'aider les gens, ne font pas en sorte que les gens se retournent les uns contre les autres, se mettent des coups de couteau dans les files d'attente, ne puissent pas aller travailler, ne puissent pas offrir une éducation à leurs enfants parce que les professeurs, et c'est leur droit, font grève? Des coups d'action, oui, parce qu'effectivement, le gouvernement n'entend pas ou pas assez. Ça, c'est chacun qui peut voit midi à sa porte. Des coups d'action, oui, mais maintenant, paralyser un pays pour le bon vouloir de quelques personnes, moi, je trouve ça pas extraordinaire. Entendez, donc, il y a le ministre Olivier Dussopt, ce monsieur en chemise bleue qui était à droite de votre écran, un représentant CGT, et donc ce restaurateur qui dit, bon, en gros, moi, la réforme, je suis plutôt contre, mais vous en faites trop. Vous en faites trop et vous nous mettez en difficulté. Oui, mais toutes les grèves, dès qu'il y a des grèves, il y a des gens qui sont des citoyens qui sont en difficulté. Et on ne va pas revenir sans cesse sur cette question. Manifestement, elle existe encore, Monsieur Martinez. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Si ce restaurateur vient à la télévision pour dire ça... Mais je ne balaye... Ce restaurateur, il doit avoir des salariés. Ouais. Eh ben, je ne balaye rien d'un revers de la main. Qu'est-ce qu'on fait alors? On dit, tant pis, on fait rien, il y a une mauvaise réforme. 80% des citoyens de ce pays sont contre, mais on fait rien. Dans la mesure, pourquoi cette question n'est pas posée au gouvernement? Elle est posée au gouvernement de la même façon. Qui retire leur projet, parce qu'il y a une majorité de Français qui est contre, une très large majorité, et il n'y aura pas de problème. Philippe Martinez, dans la mesure où le gouvernement, Emmanuel Macron est très ferme pour l'instant, il ferme complètement la porte en disant non, on ne bougera pas, on ne changera pas. Est-ce que vous croyez qu'on est parti pour une paralysie du pays? Est-ce que ça va finir comme ça? En tout cas, ça risque de monter d'un cran à chaque semaine. Est-ce que pour vous, c'est par les blocages que vous vous en sortirez? Je vous ai expliqué longuement en début d'émission comment on procède. Il y a des journées telles que le 19 et qu'il y aura le 31. Et dans les entreprises, oui, il y a des mouvements. Il y en a déjà et dès la semaine prochaine. Pourquoi on renvoie toujours sur la responsabilité des problèmes à ceux qui défendent... Non, je vous demande si vous pensez qu'on en arrivera là. Si d'après vous, ce sera nécessaire parce que le gouvernement est très ferme en face. Si le gouvernement n'entend rien, on peut en arriver là. Vous avez eu un coup de fil ou pas hier soir? Est-ce que le gouvernement commence à infléchir sa précision? Je ne sais pas, Elisabeth Borne, Matignon, ses collaborateurs, quelqu'un qui vous dirait revenez discuter. Il y avait beaucoup de monde hier, on a vu le message. Je n'ai eu aucun contact avec le gouvernement depuis le 4 janvier, date de la dernière concertation. Aucun appel, aucun échange. Alors, je vais être très franc avec vous. J'ai eu un SMS de M. Dussopt cet après-midi, en fin de journée. Vous savez pourquoi? C'est parce que je l'ai interpellé sur le licenciement de 4 délégués CGT chez Sanofi suite à une grève, en lui disant, vous voyez le droit de grève, ce qu'on en fait en France, vous quand vous êtes sur les plateaux, vous dites,
les grèves, c'est bien, on respecte, mais dès que des salariés font grève, il y a des risques, et là, c'est des délégués, des risques qu'ils soient licenciés. Voilà, je suis très franc avec vous, voilà le contact que j'ai eu avec M. Dussopt. Donc aucun contact depuis, pas d'infléchissement de la position du gouvernement sur la question. Donc on est dans un pur bras de fer. Oui, mais vous ne... Enfin, il faut enfin, le front aussi, c'est de la responsabilité du gouvernement. Enfin, je veux dire, Ce qu'on comprend pas très bien, en fait, c'est que les chiffres sont très importants de la mobilisation. Ça s'est déjà vu par le passé, même encore plus. Il y avait 3 millions de Français dans les rues en 2010. On a un gouvernement qui est plus ferme que jamais cette fois. Pourquoi ça marcherait cette fois et pas là où ça n'a pas marché les autres? Peut-être qu'il faudra faire plus que 3 millions, des grèves, etc. Il y a aussi... on n'est pas dans la situation de 2010. En 2010, me semble-t-il, mais c'est vous le spécialiste, M. Sarkozy avait une majorité absolue. Absolument. Merci. M. Macron a une majorité relative. Et on voit déjà quelques députés, enfin je les entends, vous les croisez plus souvent que moi, y compris dans sa majorité, qui dit « Oh là, il va falloir qu'on regarde s'il n'y a pas des aménagements possibles, etc. » Encore minoritaire à cette heure-ci. Mais vous voyez que... Pour vous, c'est l'indication que ça bouge. Ils sont élus par le peuple. Alors justement, dans ce nouveau paysage politique que vous mentionnez justement, la composition du Parlement a beaucoup évolué et le Front National, le Rassemblement National a fait une entrée remarquée, 89 élus autour de Marine Le Pen. Ils ne sont pas mobilisés hier, ma connaissance, alors peut-être de façon individuelle ont-ils été dans des cortèges, mais il n'y a pas de position officielle. Sébastien Chenu, qui fait partie des vice-présidents du parti, a dit aujourd'hui qu'il n'excluait pas pour la journée du 31 de se mobiliser. Est-ce que tous les soutiens sont bons à prendre? Non, pas ces soutiens-là. Parce que ces soutiens-là n'ont pas les mêmes valeurs, c'est même des valeurs opposées aux nôtres. Nous, on n'a rien contre les immigrés, nous, vous voyez. On les défend même, les immigrés, pour qu'ils aient les mêmes droits que les travailleurs français, en tout cas qui ont des papiers français. On soutient les travailleurs sans papier, on ne dit pas ils vivent au crochet de la société, on ne dit pas il faut les exclure. Oui, mais qu'est-ce que vous dites alors à tous ces manifestants des classes populaires qui ont voté pour le Rassemblement National et qui étaient en nombre hier dans la manifestation? Je ne sais pas répondre à deux questions-là. Désolé. Donc oui, on n'a pas les mêmes valeurs. Et puis, on regarde aussi entre les slogans et les votes. Qui a voté contre l'augmentation du SMIC au mois de juillet à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat? C'est le Rassemblement national. Alors, on peut parler. Et puis, vous le savez très bien, ce parti n'aime ni les grévistes, ni les manifestants, et alors encore moins les militants de la CGT. Je vous écoute. Oui, je disais juste, que dites-vous à tous ces manifestants ou certains des classes populaires qui ont voté pour le Rassemblement national et qui aujourd'hui sont contre ce projet et qui veulent finalement, quelque sorte, se battre à vos côtés? On demande à personne pour qui il a voté pour faire grève et pour manifester. Je fais la différence, et je l'ai toujours dit, et nous faisons la différence à la CGT entre des électeurs, avec qui on discute d'ailleurs, parce qu'on leur dit c'est pas le bon choix, et des dirigeants. On fait la différence entre les électeurs et les dirigeants. Qu'est-ce qui va se passer le 31 janvier si des députés RN ou des élus RN vont dans tel ou tel rassemblement à Paris ou ailleurs en France, s'ils se présentent spontanément? On a vu par exemple, il n'est pas au Rassemblement national, mais Nicolas Dupont-Aignan est allé manifester. Nicolas Dupont-Aignan qui avait appelé à voter pour Marine Le Pen en 2017, il est allé manifester hier à Paris. Si des élus RN vont à la manifestation le 31 janvier à Lille, Marseille, Denain, je dis Denain parce que c'est la ville de Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, nous, on a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ils n'étaient pas les bienvenus. Il y a déjà eu des problèmes. Vous n'allez pas les exclure il y a déjà eu des problèmes dans le passé. C'est pas moi. Ils se confronteront à des... Vous voulez dire qu'il y a des risques de violence s'ils viennent? Il y a déjà eu, d'ailleurs, monsieur, je crois que c'est lui, alors là, avec des réserves, hein, parce que je crois qu'il y a eu des incidents avec monsieur Chenu lors du... D'accord. Et vous dites à leur risque et périls, c'est ça? Il a attaqué au tribunal des militants de la CGT qui lui avaient dit tu n'as pas ta place ici. Et vous dites à leurs risques et périls alors, c'est ça? Je crois que j'ai été clair dans mes propos. Monsieur Martinez, la CFDT a communiqué sur sa caisse de grève. On va expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est faire grève. Moi je peux pas parce que je suis pas la CFDT. Non, mais justement. Attendez, ma question va venir. La caisse de grève, donc faire grève, ça coûte de l'argent, parce que quand on va faire grève, on ne perçoit pas son salaire, évidemment. La caisse de grève, c'est le coup de pouce donné par les syndicats aux grévistes. Alors, la CFDT a donné des chiffres, on va les faire apparaître à l'écran. Ce coup de pouce qui, en gros, incite les gens à venir manifester. Et le montant disponible total, dit la CFDT, c'est 141 millions d'euros. Est-ce que vous avez... Alors,
C'est une confédération, hein, vous que vous présidez, donc que vous dirigez, c'est différent. Mais est-ce que vous avez un chiffre? La CFDT, c'est une confédération, mais on n'a pas les mêmes statuts, on n'a pas les mêmes règles. Nous n'avons pas de caisse de grève. Eux prennent une part de la cotisation des adhérents pour les mettre dans une caisse de grève, pas nous. Nous, dès qu'il y a des mobilisations, des grèves, on a une caisse de solidarité, et c'est à l'occasion de ces mouvements que on reçoit des chèques, pas que de nos adhérents d'ailleurs, de citoyens qui veulent aider. Vous en recevez beaucoup là? Pas encore. Mais on a des réserves de 2019-2020 parce qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Plusieurs millions d'euros? Non. D'accord, donc très peu d'argent. Vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, je vais être pudique, parce que des centaines de milliers d'euros, c'est beaucoup pour ceux qui nous écoutent. Nos journalistes avancent ces chiffres, donc vous me dites qu'ils sont trop importants. Collecte des grèves en 2019, 2,3 millions, vous le voyez à l'écran là. Oui, d'accord, mais... Ils ont été utilisés depuis. Ah oui, il y a eu beaucoup de grévistes, très longtemps, et 3 mois de grève, même avec beaucoup de solidarité, on n'arrive pas à les combler. Il y a encore des grévistes de 2020 qui n'ont pas récupéré tout ce qu'ils ont perdu. Alors, donc, vous nous l'avez dit, et c'est très clair, on est dans un bras de fer. Malgré tout, il va y avoir des discussions qui vont continuer, des négociations, peut-être. Écoutez, Bruno Le Maire. C'est pas une information, ça. Hein, ce matin, Bruno Le Maire, invité de BFM Business, est interrogé sur cette mobilisation. Il demande s'il y a des leviers, des moyens d'avancer vers des arrangements. Écoutez. Si on veut qu'une réforme tienne bon, il faut que les piliers fondamentaux soient préservés. Les 43 ans de durée de cotisation, l'âge légal à 64 ans, ce sont des piliers qui garantissent cet équilibre financier en 2030. Donc il ne faut pas affaiblir les piliers d'une réforme. Donc Bruno Le Maire dit, on peut discuter, mais on ne touchera pas aux annuités, on ne touchera pas à l'âge de départ. Eh bien, c'est ce qui pose problème, et c'est ce qu'il faut lui faire comprendre. Vous avez passé des témoignages de manifestants hier. Il faut revenir à du concret. Bruno Le Maire, il était à Davos, là, non? Oui. Forum économique mondial à Davos. Lui, faut qu'il aille. Vous avez entendu le pompier tout à l'heure qui disait mais vous m'imaginez à 64 ans monter. Il dit même je risque de mettre en péril la vie de ceux que je suis censé aller sauver. C'est ça la réalité. Discuter avec des égoutiers qui passent 30 à 35 ans de leur vie et qui ont 17 ans d'espérance de vie. On peut écouter un infirmier si vous voulez. Toujours extrait de l'émission d'hier soir. J'allais en parler des infirmiers. Ben voilà. Écoutez le témoignage de Pierre, infirmier aux urgences. Ça fait 11 ans que je travaille de nuit aux urgences et ma retraite à taux plein sera entre 65 et 66 ans. Autrement dit, je ne serais pas en vie si je continue aux urgences pour faire ça, très clairement. Si on avait les capacités, et je remercie les camarades de la CGT et de la SNCF, si on avait les capacités de bloquer nos hôpitaux, aujourd'hui, les gens ne mourraient pas dans les brancards. Aujourd'hui, pour défendre ça, on est obligé de tous se mettre en arrêt maladie pour dire stop, parce que ça devient intolérable ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est pas l'hôpital, c'est le gouvernement qui ne nous écoute pas. Ça fait 4 ans avec le collectif Interurgence qu'on demande les mêmes choses. Plus de personnel, plus de salaire, plus de lits. C'est du concret, ça. Évidemment. Parce que on peut parler comme ça de non, mais c'est pas bon, c'est un petit effort qu'on vous demande de passer de 62 à 64 ans, mais qu'ils aillent au boulot dans la santé. Je vous citais les pompiers, mais j'étais la semaine dernière avec des ouvrières du textile. Qu'il aille passer une semaine, pas une vie, une semaine à la confection. Elles ont mal, elles dorment comme ça parce qu'elles ont mal au bras, mal au dos. Voilà, c'est ça la vraie vie. Alors, en théorie, on peut dire c'est pas très grave 2 ans de plus. Est-ce que c'est la raison principale que vous avez entendue d'ailleurs hier des manifestants parce qu'on voit dans les sondages que 55% des Français pensent que cette réforme pèse d'abord sur les plus modestes. C'est ça, c'est l'injustice, le ressort numéro 1 de la mobilisation, d'après vous? Oui, c'est l'injustice. Elle pèse évidemment sur les plus modestes, sur les femmes qui ont des carrières hachées et que ça ne va rien régler. Que conteste le gouvernement en disant qu'il y a, par exemple, les congés parentaux sont mieux pris en compte. Il y a des trimestres qui comptent aussi pour chaque enfant. Et donc, en fait, l'effet pour les femmes est compensé par ces dispositifs-là. Il y a des congés parentaux qui vont être assimilés, mais pas cotisés, premièrement. Et puis, il y a encore un doute sur le fait qu'on compte ces trimestres assimilés pour tous les enfants ou une seule fois pour un enfant. C'est-à-dire que vous ayez 1 ou 5 enfants, vous aurez que 4 trimestres, si je me rappelle bien, d'assimilés. Il y a une prime de majoration
qui n'est plus retenu. Donc vous voyez... Et qui peut faire davantage, notamment pour les femmes, et c'est l'un des sujets sur lesquels vous attendez qu'il bouge. Mais c'est pour ça, en fait, Monsieur Martinez, c'est le sens pourquoi je vous ai fait écouter Monsieur le maire, en fait. Pour savoir si, et c'est la question de Philippe, au-delà de ces deux piliers, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez, vous, avancer. C'est vous qui êtes en face de nous. Hein. Je poserai les mêmes questions à Olivier Véran dimanche, sachez-le. Mais c'est ça la question, c'est qu'au-delà des annuités et de l'âge de départ, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez avancer? Je vous dis que l'énoncé est faux. Donc la solution ne peut pas être bonne. Donc il faut travailler autrement. Pourquoi les femmes ont des retraites bien plus faibles que les hommes? 40% d'écart, je crois. Parce qu'elles ont été moins payées. Parce qu'elles sont moins payées, parce que 80% des temps partiels sont des femmes, des temps partiels imposés. C'est sur les causes qu'il faut des causes des injustices déjà aujourd'hui qu'il faut régler, pas en rajoutant des injustices. L'emploi des seniors, j'en ai souvent parlé. Pourquoi les grands groupes virent les salariés de plus de 57, 58, 59 ans avant qu'ils arrivent à l'âge légal? C'est des chômeurs en plus, c'est des cotisations en moins. Vous voyez qu'il y a des solutions. Je propose d'écouter à ce sujet Patrick, 59 ans, invité du Forum BFM TV hier soir. On ne parle pas des seniors qui sont sur le carreau, des sans-emploi. Et voyez-vous, aujourd'hui, quand vous cherchez, ça fait 1 an que je suis sans emploi. J'ai envoyé plus de 900 CV. CV, lettres de motivation. Et je n'ai pas décroché de poste parce que ce fameux article, le L 1132-1, qui figure dans toutes les annonces, interdit toute distinction entre salariés. Les annonces passent par des algorithmes. Déjà, ils vous demandent votre date de naissance. Et systématiquement, je n'ai pas décroché de poste parce que je me suis entendu dire on a préféré continuer avec un profil beaucoup plus junior. Quelles sont les propositions que fait la CGT pour avancer concrètement, vraiment concrètement, M. Martinez, sur ce sujet? Je rappelle à nos téléspectateurs que sur l'emploi des seniors, on a un taux qui est très mauvais, 56% taux d'emploi pour les plus de 50 ans, et ça tombe un peu au-delà de 30% quand on passe la barrière des 60 ans. Les propositions, c'est premièrement de regarder ce qui justifie que les grandes entreprises, notamment, parce que c'est dans les grandes entreprises, pourquoi on appelle ça des plans de départ volontaires. Ouais, on est pudique, les patrons sont pudiques. On vire 1500, 2000 salariés qu'on appelle seniors, donc à partir de 58, 59 ans, et je l'ai souvent cité mon cas. Moi, mon entreprise me propose de partir dans ces conditions. Je n'ai pas l'âge de la retraite, je n'ai pas les cotisations, mais je peux rentrer dans un plan dit de départ volontaire. Et alors ça pose une autre question. Et pourquoi? Parce que vous coûtez trop cher? Je suis moins payé que mon PDG. Mais vous savez, c'est Renault, hein, votre entreprise. Vous savez bien que normalement, alors c'est pas valable pour tout le monde. Le monsieur qu'on a vu qui est au chômage, c'est pas son cas. Mais vous savez bien que quand on est en fin de carrière, on est normalement, je dis bien normalement, mieux payé qu'en début de carrière. Vous virez 3 vieux, entre guillemets, pour embaucher un jeune, vous voyez les économies que vous avez faites. Mais ça veut dire que vous demandez quoi? Clairement, une interdiction, par exemple? Oui, c'est bien de mettre un index, mais c'est pas la peine de le faire, on connaît la situation. Par contre, on oblige les entreprises à garder les salariés jusqu'à l'âge de la retraite. Avec des contraintes financières, vous voulez dire? Évidemment. Parce que ces salariés-là, ils vont au chômage. Qui paye? Monsieur le maire veut réduire les dépenses publiques. Qui paye? C'est-à-dire que les entreprises renvoient sur la société leurs problèmes, les indemnités, parce qu'on a quelques primes. Qui les paye? Les actionnaires ou le quoi qu'il en coûte? Vous voyez? Parce que les entreprises touchent de l'argent public. Des contraintes, c'est ce que demandent beaucoup de députés. Je voulais juste... Par contre, je comprends qu'un certain nombre de seniors veuillent quitter l'entreprise vite fait. Parce que quand on ne sait plus à quoi on sert dans une entreprise, donc on veut s'en aller parce qu'on en a marre. Et c'est pour ça que parfois même les plans de départ volontaires, il y a plus de volontaires que de postes supprimés. Il faut aussi régler la question du travail. Pourquoi, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, on était fiers de rester jusqu'au bout, de former un jeune, de lui transmettre son expérience
on payait un pot de départ, on laissait une trace dans l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui on veut se barrer le plus vite possible? Donc faut aussi régler la question du sens du travail, à quoi on sert dans une entreprise. Est-ce qu'on nous écoute dans notre travail? C'est ces deux aspects-là qu'il faut régler. Et là aussi, je peux vous dire que ça fait au moins 10 ans que Philippe Martinez en a parlé à Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, et je sais que Laurent Berger, puisqu'on est d'accord sur cette situation, dit la même chose que nous. Il faut aussi parler travail. Et beaucoup de députés demandent des contraintes justement sur l'index des seniors. Beaucoup de députés demandent aussi, par exemple, 1 200 € pension minimale, pas en brut, mais en net. Donc, il y aura peut-être des avancées au Parlement. Pourquoi est-ce que vous excluez forcément le travail qui peut être fait là-bas, dans la mesure où, par exemple, cette contrainte sur les seniors sera peut-être un acquis des discussions. Ce qu'on veut dire, c'est que si il y a ces contraintes sur les seniors, la question de l'équilibre, mais on peut parler de l'équilibre financier. J'ai d'ailleurs noté que le président du Conseil d'orientation des retraites hier à l'Assemblée était très mesuré sur déficit, équilibre. Ah ben on a le. Attendez, on va vous montrer. Mais justement, non, mais c'est l'appui de vos propos, Monsieur Martinez. On va montrer la déclaration de Monsieur Brasse, parce que c'est très important. Le fameux corps, le Conseil d'orientation des retraites, tout le monde le cite. Donc en fait, son président Pierre-Louis Brasse a un peu sonné la fin de la récré. Voilà ce qu'il a dit hier en commission à l'Assemblée, effectivement. Les dépenses de retraite ne dérapent pas, dit-il. Elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Voilà ce qu'il dit, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais au moins tout le monde comprend de quoi vous parlez. Oui, mais donc ça conforte que les épouvantails, la situation catastrophe que nous donne le gouvernement, elles sont mesurées par quelqu'un qui est plutôt spécialiste de ces questions, puis c'est le président du Conseil d'orientation des retraites. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi, avant de voir si le fait de laisser au travail ceux qui sont licenciés avant l'âge légal, ça ne résout pas une partie de besoins de recettes supplémentaires. Parce que si on les laisse au boulot, ça fait, je vous le répète, des chômeurs en moins et des cotisations en plus. Or, ce qu'il faut, c'est des cotisations en plus. Fabien Roussel, Olivier Faure, membre de la NUPES, élu à gauche, au Parti communiste, au Parti socialiste. On peut comprendre que le Parti socialiste... C'est un peu compliqué, le Parti socialiste. Officiellement, Olivier Faure, selon la direction du Parti socialiste... Il y a eu des élections pour la tête, le secrétaire général le premier secrétariat du Parti socialiste, Olivier Faure... Je ne veux pas dire de bêtises, parce que... C'était compliqué entre les... Voilà. En tout cas, ils demandent tous les deux un référendum, cette question de la retraite. Est-ce que c'est une demande que vous appuyez ? Et un référendum, ça dépend de ce qu'on pose comme question. Sur le projet de loi du gouvernement. Êtes-vous pour ou contre le report de l'âge à 64 ans ? Je pense que pour l'instant... Vous trouvez ça vain, visiblement, parce que dans votre réaction, vous semblez dire, mais un référendum sur quoi donc, Ah oui, si on nous dit, est-ce que vous voulez une réforme ? Nous, on peut appeler ça une réforme, d'améliorer le système actuel. Non, mais dans ces termes. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement propose sa réforme dans ces termes ? Premièrement, il y a la phase de mobilisation. Je pense que c'est important, parce que un référendum, il faut qu'il y ait un débat avant. Et les mobilisations, ça se prépare, on va discuter. Vous dire que c'est une mauvaise idée, en fait, l'idée de référendum. Mais pas tout de suite. C'est ce que je veux dire. Il y a une phase d'explication, parce que il faut, dans une démocratie, il suffit pas de poser une question où la réponse est oui et non. Il faut expliquer les enjeux, et ça sert à ça, les syndicats. Le gouvernement dit la même chose. Il dit on n'a pas suffisamment expliqué les enjeux. En tout cas, nous, on l'a mieux expliqué, vu le nombre de manifestants qu'il y avait dans la rue hier. Non, mais le gouvernement vous dira, il y en avait 3 peut-être, mais il y avait 63 millions de Français qui n'y étaient pas. Ouais, bon, d'accord. Mais... On va pas chipoter. Il y a aussi des gens qui nous regardent, qui ne sont pas spécialement pour cette réforme, qui ne sont pas spécialement macronistes, mais qui ne sont pas non plus, qui ne manifestent pas, qui sont d'une certaine manière, qui observent ce qui est en train de se passer. Bien sûr, il y a, je crois, entre 15 et 17% dans les sondages qui n'ont pas encore... Voilà, exactement. Je fais comme vous, je regarde, je lis, je m'intéresse. Mais ceux-là, il faut discuter avec eux. Mais y compris ceux qui pensent que, par exemple, les retraités, que 1 200 €, oui, c'est mieux que 1 000 €. Ça, je sais le faire en maths. Mais est-ce qu'on vit avec 1 200 € et est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter plus les pensions, comme le propose la CGT? Voilà des sujets qui méritent débat. Donc c'est ça l'enjeu pour vous des prochains jours, avant le 31, avant la question de la mobilisation du 31, c'est de parler à ces gens qui, pour l'instant, hésitent, ou en tout cas regardent ça sans avoir un avis tranché, et convaincre ces gens-là de vous rejoindre, ou en tout cas de convaincre que cette réforme n'est pas bonne selon vous. Ça fait partie du débat démocratique dans un pays. Il faut... avant de poser des questions, de dire est-ce que vous êtes pour et contre, il faut expliquer et s'appuyer
notamment sur la vraie vie des gens. Les exemples que vous avez montrés avec cet infirmier, voilà, ça c'est du vécu, comme disent certains. Donc, on passe quand même que le dirigeant de la CGT n'est pas très convaincu que la proposition du PC et du PS soit vraiment la meilleure réponse à ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il faudra y arriver, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. Pour nous, l'enjeu, c'est comment on améliore le système de retraite. C'est pas pour ou contre Macron. C'est pas vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, M. Martinez, ça veut dire que pour que les choses soient le plus claires possible, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs, l'âge de départ et le nombre d'annuités à cotiser. 43. Voilà. 44 pour ça pour vous, c'est une fin de non-recevoir. Pourquoi je vous demande ça? Parce que imaginons que le gouvernement vous dise demain, nous avons vu la mobilisation, elle est importante. Nous avons entendu, on va attendre, on va renégocier, on va reparler, mais on ne touchera pas à ces deux éléments. Tout le reste, on en parle. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Donc pour vous, c'est ça qu'il faut changer. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Tous les syndicats disent d'une seule voix, 64 ans et 43 ans, on n'en veut pas. Et s'il vous dit 63 ans, on bouge à 63 ans et je vais clause le de revoyure. repréciser autrement. Tous les syndicats disent on ne veut pas d'allongement de l'âge de la retraite. Et tous les syndicats ne sont pas unanimes sur ce qu'il faudrait faire. Nous, on est pour la retraite à 60 ans. Tous ne le sont pas. Mais on est d'accord sur une chose qui est claire, vraiment très claire, pas d'allongement de l'âge de départ à la retraite, pas d'allongement de durée de cotisation. Je ne voudrais pas tirer des plans sur la comète, mais comme il va y avoir un temps limité pour la discussion parlementaire de ce texte, 50 jours, donc on sait que l'échéance ultime, c'est, je crois, le 25 ou 26 mars. Supposons que le 25 ou le 26 mars, le gouvernement n'ait pas cédé comme vous le souhaitez et ait fait passer en première lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, qui est une commission mixte paritaire, bref, que le texte est adopté définitivement par le Parlement autour du 25 mars. Est-ce que vous continuez à manifester après, d'une certaine manière, la validation démocratique par le Parlement du vote de cette loi, ou est-ce que vous dites non, par principe, après le vote de la loi, nous ne manifestons plus? Cette loi, elle est mauvaise aujourd'hui, et quand elle sera votée, elle sera toujours mauvaise. Même si elle est votée par le Parlement, qui est une institution démocratique, représentative de la société, enfin de la nation française. Oui, on peut. Je vous le répète, c'est valable pour les députés comme le président. On ne conteste pas leur légitimité. Non, bien sûr. C'est pas ce que je dis, mais... Ce qu'on dit, non, mais je vais jusqu'au bout de la question que vous me posez. Mais allez voir les citoyens. C'est pas dire vous avez voté pour moi et pendant 5 ans, quoi que vous disiez, je n'en tiens pas compte. Les députés, le président de la République doit écouter le peuple. Et donc, il est arrivé au moins une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le CPE, qu'une loi ait été votée et qu'elle n'ait jamais été appliquée. Donc, vous voyez... ça c'est déjà arrivé, ça sera pas une première. Demain, le CFDT arrêterait si le texte est voté. Je ne sais pas ce qui vous fait dire ça. Demain, appel à la mobilisation des organisations de jeunesse, à l'appui et avec une aide à l'organisation de la France Insoumise. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Et nous allons avoir comme ça une série de dates où nous retrouver. Là, ce sera le 19 aujourd'hui toute la journée. Le 21, c'est les jeunes qui appellent à une marche. Et les syndicats vont sans doute ce soir nous donner un autre rendez-vous. Il faut qu'on prenne bien la mesure du caractère exceptionnel de l'unité syndicale qui nous donne une force considérable. Je pense que c'est très positif et que ça aide à la mobilisation parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de faille entre nous. C'est une des premières fois où ça se produit, franchement. Depuis 15 ans, comme ça, 20 ans, qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de sens. C'était hier matin, depuis Marseille, Jean-Luc Mélenchon. Du coup, vous soutenez cette mobilisation de demain? Parce qu'en fait, autant l'appel intersyndical est très clair, je pense, pour tout le monde, autant demain, il y a des organisations de jeunesse, c'est une co-organisation... Pas toutes les organisations de jeunesse. Il n'y a pas les deux principaux syndicats étudiants, par exemple. Mais du coup, alors vous soutenez la CGT? Vous allez y aller? Non. C'est une initiative des organisations de jeunesse, lycéennes, d'organisations de jeunesse politique, me semble-t-il, soutenues par la France Insoumise. Non, premièrement, je pense que c'est pas le moment de se diviser, de se dissocier. Il a raison, Jean-Luc Mélenchon, ça fait pas 15 ans, ça fait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales n'ont pas été ensemble dans un mouvement. Essayons de travailler ensemble et pas de proposer... Donc il n'aurait pas dû soutenir ou co-organiser? Il fait ce qu'il veut. Mais il vous embête, là, il vous embarrasse.
Ou il complique la situation pour Vous vous? savez, vu la mobilisation d'hier, tout le monde avait compris quelle était la date importante de la semaine. En l'occurrence, vous lui avez dit, vous avez échangé, vous avez dit que c'était contre-productif. Vous n'avez pas d'échange non plus avec Jean-Luc Mélenchon? Je n'ai pas des... Vous êtes bien seul. Vous étiez dans la manif hier, parce que vous auriez eu des copains et des copines, je vous le dis. Hein. C'était vraiment un pas... clin d'œil. Mais moi aussi, C'était un chère clin madame, d'œil. moi aussi. Donc, Mais je n'ai pas d'échange avec Jean-Luc Mélenchon. Et simplement, Mais j'ai des échanges avec des députés LFI, du PC, est-ce que vous appelez du les PS, jeunes au calme des Verts, demain vous appelez les jeunes au calme? Parce que vous avez peut-être une voix qui porte. Non, les jeunes, ils n'ont pas besoin d'un vieux comme moi pour leur dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont responsables, les jeunes. J'ai rien à leur dire. La chose que j'ai à leur dire, c'est que la retraite, ça va les concerner peut-être dans quelques années, quelques décennies, mais c'est important pour eux. Et donc, il faut qu'ils se mobilisent. Donc, on résume, prochaine journée d'action à partir du 31, enfin le 31. Je dis le 31, en fait, vous avez vu, c'est un lapsus, je dis à partir du 31 parce qu'on a entendu finalement, si je dois résumer nos échanges en creux dans ce que vous nous avez raconté ce soir et durant l'heure qui vient de s'écouler, que finalement, ce qui s'était passé là n'était qu'un début. C'est ça que vous nous dites. Et que tant que le gouvernement ne cédera pas, cela continuera. Vous avez bien compris, très bien compris. Le 31, c'est la prochaine date de rendez-vous interprofessionnel à l'appel de l'ensemble des confédérations. Mais vous avez aussi compris que dès la semaine prochaine, il va se passer des choses. C'est pas, on se met pas en sommeil pendant 10 jours, ok? La fin de votre mandat, c'est au mois d'avril. Non, fin mars. Fin mars, oui. Enfin, donc du coup, en avril, vous ne serez plus là, ce que je voulais dire. Voilà, d'accord. Du coup, il y a une petite dimension personnelle dans cette lutte-là ou pas, Philippe Martinez? Gagner avant de je sais partir. que je suis concerné par l'âge de départ à la retraite, quoique étant né au premier semestre 61. Ah, vous allez y échapper? Non, parce que vous le savez, il faut l'âge et la durée de cotisation. Voilà. Ouais, et j'ai pas la durée de cotisation. D'accord. Mais non, c'est une affaire du monde du travail, de la jeunesse et des retraités. C'est pas une affaire de Martinez. Juste avant de vous libérer, Philippe Martinez, je profite de votre présence. On apprend à l'instant que l'État a franchi le seuil des 90% du capital d'EDF. Et c'est très important parce que c'est un seuil qui marque la possibilité d'une renationalisation. Vous accueillez comment cette nouvelle? Non, mais premièrement, il faut aller à 100% dans une entreprise cohérente, parce que vous savez qu'il y a un projet qui est encore dans les tiroirs qui s'appelle Hercule, où on veut découper l'entreprise en plusieurs morceaux, le nucléaire, l'hydraulique. Ce projet a été retiré avec la nationalisation d'EDF. Ce projet est de fait retiré. Nous, on est toujours prudents. On est toujours prudents. Et puis, nationalisation seule, ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise se développe, quels salariés. Vous savez qu'il y a eu des problèmes de maintenance des centrales nucléaires, non pas du fait des grèves, mais du fait du manque de personnel, avec trop d'externalisation. Il faut une entreprise cohérente avec des salariés à statut, avec les métiers qu'il faut dans l'entreprise. C'est ça qu'on attend du gouvernement et on leur a dit depuis là aussi très longtemps. Bon, on se revoit le 31 alors, après la mobilisation. Pas le 31, mais peut-être le 1er. Merci beaucoup Philippe Martinez d'avoir été invité de BFM TV ce soir. Merci beaucoup Amandine, Philippe.